Blatten, la sidération a gagné bien au-delà de nos frontières suisses la semaine passée lorsque le glacier a englouti ce petit village du Haut-Valais, une montagne qui s'effondre et c'est toute la Suisse qui en sort fragilisée tant le symbole est fort. La montagne qui nous incarne, qui nous rassure, qui nous protège, notre réduit national vacille. Heidi pourrait bien devoir se passer de ses chers alpages. Et c'est bien cette terreur-là qui nous a tous saisis dans cet épisode dramatique. Notre faiblesse est nue face au grand tremblement de l'époque, le réchauffement climatique dont nous nous croyions jusque-là à l'abri, et peut-être pire. Sommes-nous réellement prêts aujourd'hui à faire face à la catastrophe? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point, relocalisé pour la circonstance au sein du Parlement fédéral en plein début de session. Bienvenue à toutes et tous à Berne et sur les Monts Bleus. Et bienvenue chez eux, à nos invités, 5 pointures du Parlement aujourd'hui. Jacqueline de Coitreau, je commence par vous. Vous êtes conseillère nationale vaudoise PLR, spécialiste, s'il en est, de la sécurité. Vous faites partie de la délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, également vice-présidente de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national, parce que la catastrophe que j'évoquais en introduction, ça sera peut-être aussi une catastrophe militaire. Puis on va saluer votre victoire, la victoire du PLR, pour l'imposition individuelle, justement, qui a été acceptée hier. Bienvenue à vous, Estelle Revin. Alors vous, c'est les droits d'auteur qui ont été acceptés. Hier, tout à fait. Hier aussi. D'ailleurs, on vous surnomme la MacGyver des alliances. Vous êtes conseillère nationale socialiste genevoise. Vous arrivez presque toujours à vos fins pour faire passer vos dossiers, qui sont aussi des priorités pour les Suisses. C'est nécessaire, y compris pour la sécurité, quoique un peu malmenée, comme le numérique, la technologie, mais aussi le social et la petite enfance, parce qu'effectivement, les choix que vous faites ici, qu'on fait aujourd'hui, ce sont des choix déterminants. Fait-on les bons ou pas? C'est aussi toute la question. Nicolas Collier, bienvenue. Merci, bonjour. Pour la première fois dans Le Point, vous savez qu'on dit partout de vous que vous êtes le jeune prodige, le nouveau prodige de l'UDC romande. C'est exagéré. On va voir, on va voir sur pièce. Vous êtes en l'occurrence effectivement conseiller national fribourgeois. Vous siégez aussi dans une autre commission largement concernée par le sujet du jour, qui est la commission de l'environnement, de l'aménagement et de l'énergie. Et vous avez fait adopter votre motion qui parlera effectivement aux agriculteurs sur la simplification de Digiflux. C'est exact. Ça, c'est pour les médailles. Chacun la sienne, la vôtre, c'est l'acceptation actuellement. Monsieur Christophe Clivat, bienvenue. Bonjour. L'acceptation par le Conseil des États de l'interdiction de la POF, des POF, qui rentrera en vigueur quand le Conseil fédéral l'aura décidé. Belle victoire. Et ravi de vous recevoir aussi pour la première fois dans Le Point. Vous cochez toutes les cases. Christophe Clivat, vous siégez à la fois dans la commission de l'environnement, de l'aménagement et de l'énergie, la même que celle de Nicolas Colli. Vous êtes valaisan. C'est pas mal pour le sujet du jour. Et Vert, peut-être le grand retour des Verts, qui sait. Et enfin, Sidney Camerzin, qui cochait aussi toutes les coches, toujours. Bienvenue. Vous êtes valaisan, aussi député pour le Centre et membre de la Commission de l'économie et des redevances essentielles. Et vous allez lutter, vous, pour faire adopter l'accélération des productions, de la production d'énergie, simplifier les procédures pour la production d'énergie, évidemment tout aussi déterminant pour les politiques que doivent mener la Suisse aujourd'hui. Alors, Jacqueline de Coitreau, effectivement, je le disais, la catastrophe de Blatten a provoqué une onde de choc. Est-ce qu'on s'achemine vers une prise de conscience aujourd'hui, et puis laquelle exactement? C'est vrai que la Suisse n'a pas tellement la culture du risque. On l'a vu avec le Covid, on le voit avec des crises. Qu'elles soient énergétiques, elles peuvent être sécuritaires. Le panel est immense. Et de manière générale, nous avons toujours réussi un petit peu à nous en sortir. Nous-mêmes, on a d'ailleurs cette illusion cultivée par certains plus que d'autres qu'on se suffit à nous-mêmes et qu'on n'a pas tellement besoin de nos voisins. Je pense que ce genre de catastrophe, malheureusement, nous réveille et nous met face à nos limites et aux besoins des alliances et surtout d'anticipation, c'est-à-dire de prévoir aussi le pire, de savoir se préparer au pire, dans l'espoir évidemment que cela n'arrive pas, mais pour le cas où cela se concrétise, comme encore à Blatten avec les catastrophes que cela entraîne, que l'on puisse, sinon prévenir, au moins gérer au mieux le phénomène et venir en aide et rétablir
la situation le plus vite possible. Il y a eu effectivement une grande mobilisation de la part de la population, une grande mobilisation aussi de la part des cantons qui vont tous de leurs promesses de dons, de 3 conseils d'État fédéraux se sont rendus sur place, et celle de Reva. Il y a eu par le passé des catastrophes naturelles, mais là on a l'impression que ça génère une émotion particulière. Est-ce que c'est parce qu'on prend conscience de notre fragilité ? Bon, bien sûr, et puis je crois qu'il y a aussi le phénomène d'empathie qui est naturel à tout être humain. On connaît tous quelqu'un de façon directe ou indirecte, évidemment c'est proche de chez nous, et ce genre de catastrophe, ça nous renvoie finalement à notre propre fragilité. On se dit qu'est-ce qui se serait passé si ça m'était arrivé de tout perdre comme ça du jour au lendemain. Je crois que cette empathie, elle est saine. Je crois qu'en termes de gestion, sur le moment, les autorités ont vraiment fait tout ce qu'il fallait. Les gens ont été évacués, le bétail a été évacué, on a fait ce qu'on a pu pour sauver ce qu'on pouvait sauver. Après, la problématique, je pense qu'on doit se poser, nous, en tant que politiques, c'est comment on gère l'anticipation. On sait bien que le réchauffement climatique, c'est un fait, que ça va accélérer toutes ces catastrophes naturelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait politiquement pour essayer de le freiner ? On ne va pas pouvoir l'empêcher complètement, mais il y a quand même des mesures à prendre qui sont possible à prendre, et c'est peut-être pas de couper dans toutes les mesures pour le climat, de couper dans l'observation des catastrophes naturelles, dans la surveillance des catastrophes naturelles que ça va aider. Voilà, ça c'est des débats qu'on doit mener. Et puis ensuite, il y a maintenant la question de comment on va faire pour réparer ce qui peut être réparé. Ça va coûter de l'argent, donc il y a cette solidarité sur le moment qui est très belle, qui est à souligner. Mais malheureusement, le temps politique n'est pas toujours le temps de la catastrophe, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre des décisions quand finalement ça ne fera plus la une dans les médias. Et là, ça sera important de se souvenir qu'on a promis cette solidarité qui finalement fait appel à l'humanité qui est en chacun de nous. Bon, alors on va y venir à la question de qui va payer quoi, mais c'est vrai que la gestion de cette catastrophe a été rondement menée. Voilà, tout le monde a été évacué à part une personne disparue, Nicolas Colli. Est-ce que pour une fois on a bien écouté justement les scientifiques qui les écoutaient pas toujours ou critiquaient parfois souvent leurs alarmes concernant le climat? C'est quand même pratique de pouvoir de temps en temps tendre l'oreille, non? C'est vite dit tout cela. Madame Reva parlait de fragilité. C'est vrai qu'on se rend compte à quel point la nature et la montagne est forte et il faut être humble. J'ai aussi ressenti ce sentiment de fragilité quand on voit ces images qui sont absolument autant terrifiantes qu'impressionnantes. Et puis rapidement, moi j'ai eu un autre sentiment, c'était celui de confiance et de solidité. J'étais impressionné par nos autorités, par le calme, par le professionnalisme, par ce système de subsidiarité qui fait que dans chaque territoire de Suisse, il y a une commune solide avec ce président de commune qui était absolument admirable, la tête sur les épaules, qui a parlé avec son cœur. Et moi, ça m'a rassuré aussi avec les compétences des autorités valaisannes qui ont vu venir ce risque, qui ont demandé à la population d'évacuer. Alors effectivement, vous avez cité, il y a malheureusement un disparu, mais là, je crois qu'on peut vraiment voir le verre à moitié plein. Ça aurait pu être une tragédie bien pire. On sait que la Suisse, c'est aussi un territoire grand malgré tout, surtout le Valais avec beaucoup de montagnes, être capable de surveiller tout ce qui se passe. Il y a toujours eu des éboulements par le passé. C'est vrai que sans doute le réchauffement climatique a accéléré ce qui s'est passé, mais cette capacité d'avoir pu anticiper, d'avoir pu éviter une tragédie, d'être resté malgré tout un peu droit dans ses bottes face à ce qu'il se passe, très digne aussi cette population, moi ça m'a impressionné. Est-ce que ce n'est pas le moment de se réveiller justement, Sidney Kamerzin, par rapport au réchauffement climatique? Là, on en a les effets concrets. Il y a effectivement quand même une accélération des catastrophes. Est-ce que voilà, la Suisse a un peu fait l'autruche, même beaucoup, est-ce que là, il n'y a pas un déclic à avoir? Non, je ne crois pas, parce que ça nous rappelle qu'on vit au cœur des Alpes, que les Alpes, ce sont des plaques qui se sont formées, qui se sont percutées, où il y a des éboulements, où il y a des avalanches, où il y a des catastrophes naturelles depuis des millions d'années. Donc il n'y a rien de vraiment nouveau à cette situation-là, mais c'est vrai que quand ça apparaît avec une telle ampleur, c'est très impressionnant. Mais c'est vrai que ça nous rappelle à la nature, et c'est surtout ça, moi, le message que je reçois par rapport à ce qui s'est passé, c'est de se dire, on vit, on a l'impression, et le confort s'installe un certain temps, et puis tout d'un coup, on a des catastrophes. Alors c'est vrai qu'il y en a eu au Tessin, il y en a eu au Grison, il y en a eu à Berne, il y en a maintenant au Valais. Ça nous rappelle à ça, et moi je prends le côté aussi positif malgré cette victime, c'est d'avoir pu détecter, d'avoir pu anticiper. Il y a peut-être 2 siècles, on aurait eu 200 ou 300
200 victimes dans un événement comme celui-là. Et puis cette fois-ci, on a pu anticiper cette catastrophe. Donc malgré, c'est des émotions contrastées comme valaisans, comme mes collègues aussi valaisans ou d'origine valaisanne qui sont là, quand on a vu nos compatriotes, disons, leur maison détruite, mais par contre, eh bien, d'avoir une seule victime, hein, on n'a pas encore identifié toutes les causes et ce qui s'est passé, mais enfin, on partit de l'idée qu'il y a une victime par rapport à ça, mais on a évité vraiment le pire. Je pense que c'est ça, c'est aujourd'hui de se donner les moyens d'anticiper des situations comme ça qui vont se reproduire et d'éviter ce genre de catastrophe et de permettre, c'est aussi une question du débat, aux habitants des vallées, aux habitants du Valais et des autres régions alpines de ce pays, de continuer à vivre et de leur permettre de continuer à vivre comme ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui, et aux habitants de Blatten aussi de reconstruire et de se reconstruire malgré cette catastrophe. Donc rassurez-vous, hein, Christophe Clivat, ça va pas la prise de conscience par rapport au climat, elle n'a pas l'air d'être... Non, et je suis assez abasourdi d'entendre mon collègue Sidney Kamerza. En fait, son discours, c'est de dire il y a toujours eu des catastrophes. Mais c'est vrai. Rien de nouveau. C'est vrai. La différence, elle est importante. C'est qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus, et très clairement, ce sont les experts, les climatologues, les glaciologues, les spécialistes du permafrost. Encore ce matin, il y a eu l'Institut suisse pour la forêt, la neige et le paysage, qui a fait un fact sheet sur cet événement en disant, bien sûr, il y a encore besoin d'études supplémentaires, mais il a dit assez clairement, il y a un lien avec le changement climatique. Entre autres. Oui, mais le discours de dire, il y a toujours eu, derrière, c'est de dire, ah, mais c'est comme M. Mayora qui a dit à la télévision suisse romande, de toute façon, la montagne serait tombée. Mais la question, est-ce qu'elle serait tombée maintenant? Parce qu'on a 3 degrés de plus déjà depuis la fin du 19e siècle. Si on continue comme ça, et en fait, en Valais, on le sent, on ne peut plus avoir ce discours juste de dire ça a toujours été comme ça. Parce qu'en fait, on croit, vous l'avez souligné, Mme Guinaud, on croit les scientifiques quand ils nous disent évacuer la zone, ça va partir. Mais quand les gens qui travaillent sur le long terme disent attention, si on ne réduit pas de manière massive les émissions de gaz à effet de serre, on aura de plus en plus ces événements, on ne pourra plus. Si on n'arrive pas à vraiment faire quelque chose, dans 100 ans, il y a plein d'endroits dans les Alpes où on ne pourra plus vivre. Parce qu'en fait, il y aura trop de ces risques naturels, trop de catastrophes et plus nécessairement les moyens financiers pour chaque fois faire cette prévention. On parle beaucoup de Blatten, ça marque fortement les esprits. C'est un village qui disparaît. Mais l'année passée, à Sierre, on a des dégâts autant élevés, on a 140 personnes qui ont perdu définitivement leur logement. Et en fait, on a une recrudescence très claire de ce type d'événement. Et je pense qu'on doit à la fois vraiment mettre plus de moyens, les trouver pour l'adaptation, mais en fait, on va être en train d'écoper un bateau qui est percé, qui perd de l'eau, si de l'autre sens, on n'est pas plus actif pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a un objectif qui est clair, la neutralité carbone en 2050, mais aujourd'hui, avec les mesures qui sont dans le pipeline, on ne va pas y arriver. Et donc, on ne doit pas éloigner cet aspect de la discussion en disant il y a toujours eu des catastrophes naturelles en montagne. Mais c'est vrai que la question financière, hein, parce que si à chaque fois on doit écoper et que ces catastrophes se multiplient, ça coûtera infiniment plus cher à tous les Suisses que d'anticiper un peu ces problèmes et de lutter cette fois activement, peut-être, M. Colli, pour limiter les effets du réchauffement. Vous avez raison. Je trouve malgré tout qu'utiliser cette tragédie pour faire du catastrophisme, comme cela a été fait, un petit peu indécent. Laissons ces gens avaler ce qui est passé, c'est quand même quelque chose de grave. On doit décarboner notre société, c'est vrai. La réalité est quand même que décarboner notre société et sortir du nucléaire dans des délais autant courts que l'on s'est fixé, ça va être difficile. Je rappelle quand même que la stratégie 2050 votée en 2017 par la population qui a voulu cette transition nécessaire et cette sortie du nucléaire prévoyait, par exemple, pour réguler le réseau électrique, des centrales à gaz. Je crois que M. Clivat ne soutient plus tellement cette stratégie. Donc, on aura des difficultés. Et la réalité est aussi, malheureusement, que les émissions à effet de serre sont mondiales, que si la Suisse, demain, arrêtait totalement d'émettre ses gaz à effet de serre, ces 0,5%, ça ne changerait rien au climat. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. La Suisse, comme pays riche et développé, doit montrer l'exemple. On doit être proactif là-dessus. Mais je crois qu'on doit suivre la même politique que font beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire miser aussi sur le nucléaire pour se décarboner. C'est ce que fait la Belgique, c'est ce que fait la Suède, c'est ce que fait la France, c'est ce que fait même les pays de la péninsule arabique qui ont pourtant des énergies fossiles et du soleil. Et là, on y arrivera. Mais compte tenu de cette situation, c'est vrai qu'on doit aujourd'hui prendre conscience de la fragilité de la nature, de ces événements naturels, et peut-être d'investir un peu plus pour être résilient, parce que ce type d'événement
pourrait s'accélérer et subvenir de plus en plus souvent. Mais justement, Sinéca Merzin, la question aujourd'hui, c'est concrètement, est-ce qu'on peut, vous l'avez souligné, il faudrait que les gens puissent rentrer chez eux à Blatten. Est-ce que ça sera possible de reconstruire Blatten? Il y a eu des propositions aussi pour évacuer carrément toutes ces vallées. Est-ce que la montagne, je dis en introduction, est-ce qu'Heidi devrait quitter aujourd'hui ces alpages? Bon, alors ça, c'est totalement inacceptable. C'est des propos que j'ai entendus ces derniers jours. Ça a été de la récupération pour moi politique. Heureusement très minoritaire, y compris dans les partis, disons, notamment chez les Verts. C'est pas un discours qui s'est généralisé du tout et je crois pas que c'est la ligne générale, mais non, je crois que c'est un droit de continuer à à habiter en fait en Suisse où on souhaite habiter. C'est un droit qui existe et les habitants des vallées sont attachés à ça. C'est enlever leur patrie finalement qu'enlever le droit d'habiter à cet endroit. Après, c'est des gens qui réfléchissent et qui vont pas reconstruire exactement à l'endroit où ça s'est passé ou dans des endroits exposés. Et ça, c'est ce qu'on disait avant, des méthodes innovantes, des méthodes nouvelles qui permettent de localiser des endroits à risque, de ne pas construire dans des endroits où on permettait peut-être à une certaine époque, de tenir compte de l'environnement et de reconstruire de manière plus sûre. Blatten pourrait être aussi peut-être un exemple dans le futur de villages ou de communes qui s'adaptent justement à ce nouvel environnement qui, pour Christophe Clivat, est dû essentiellement aux émissions de CO2. Dans ce cas particulier, il y a des différentes explications. C'est un glacier qui n'était pas forcément exposé au réchauffement par son orientation. C'est des blocs de roches qui ont alourdi ce glacier qui s'est affaissé. Donc, même si d'une manière générale, il y a un réchauffement qui n'est pas contesté, mais sur ce cas particulier-là, ça pouvait arriver à n'importe quel moment dans 20 ans ou il y a 20 ans. Donc c'était une situation... mais effectivement, aujourd'hui, l'environnement, c'est des cycles de réchauffement, de refroidissement, et la Suisse fait tout ce qu'elle fait pour éviter les émissions de CO2 avec la loi climat qu'on a votée, avec la loi sur l'énergie qu'on a votée aussi. Mais effectivement, cet environnement devient un peu plus instable, mais je crois qu'on doit se donner les moyens. Je pense qu'en particulier, on parlait comment ? Pardon, M. Gamerzan, on reste un des plus gros consommateurs. D'ailleurs, encore une fois, on a été épinglé l'année passée par la CEDH. D'ailleurs, l'ironie, c'est que c'est Beat Rieder, justement, qui avait conspué ça en disant que les aînés n'étaient pas victimes du réchauffement climatique, que les Suisses n'étaient pas victimes du réchauffement climatique, lequel Beat Rieder est justement très proche de la région de Blatten. Et donc, oui, il est reconnu au niveau international que la Suisse ne fait largement pas assez pour le climat. La Suisse a réduit depuis 1990 de 20 ou 15% ses émissions de CO2. La Suisse réalise la transition énergétique des bâtiments, de la mobilité. Je crois qu'on participe et on réduit en absolu. Et là, on n'est pas d'accord avec M. Clivat. Enfin, on est d'accord sur les chiffres. C'est vrai qu'au niveau de la consommation on génère individuellement beaucoup de CO2, c'est vrai, au niveau mondial. Mais par contre, au niveau du pays et de la population qu'on a, on est dans des proportions et on réduit les émissions de CO2 et on continue ce travail-là avec l'assainissement des bâtiments, avec la transition au niveau de la mobilité et je crois qu'on est de loin pas les mauvais élèves à ce niveau-là. Donc même si on déploie et qu'on impose à la population en Suisse un effort énorme, ça n'aura pas d'impact sur ce qui s'est passé à Blatten ou ce qui va se passer dans la Madia ou au Tessin ou au Gris dans ces prochaines années. Donc, contribuer à l'effort, oui, mais imposer à la population aujourd'hui un effort vraiment énorme par rapport à ça. Effort énorme. Si on taxait les avions, par exemple, un peu plus, à leur juste prix, ce ne serait pas un effort colossal. Mais sur l'assainissement des bâtiments, sauf erreur, le Conseil fédéral, effectivement, vient de décider de baisser les financements de l'assainissement des bâtiments. Donc il y a des mesures effectivement qui passent à la trappe et d'autres pas. Mais en l'occurrence, les mesures pour favoriser lutter contre le réchauffement climatique, elles ne sont pas le vent en poupe. Il y a les bâtiments, c'est vrai qu'il y a la politique fédérale, mais les cantons aident aussi. Il y a des programmes cantonaux, communaux d'assainissement des bâtiments. Pour la mobilité, les bornes électriques, l'achat, l'acquisition d'un véhicule électrique aussi. Donc moi, je crois qu'on est en Suisse dans un trend aujourd'hui qu'on vote aussi au niveau du Parlement fédéral. Après, c'est vrai qu'on a des finances fédérales qui sont aujourd'hui sous pression, avec des dépenses supplémentaires au niveau défense, au niveau de la 13e rente, avec des réductions fiscales à venir, notamment avec les réformes fiscales qui vont arriver, qui vont
vont entraîner aussi des centaines de millions et des milliards de pertes. Donc il y a des efforts à faire partout, mais je crois l'imposition fiscale, d'ailleurs vous allez déposer une initiative, un référendum contre... oui, c'est pas un secret que... On en reparlera, on aura l'occasion de croiser le fer. Oui. Mais moi, je dirais que chaque franc qu'on investit dans la prévention, c'est rentable parce que si on ne fait rien, on a vu que les dégâts sont considérables, non seulement les dégâts humains auxquels tu as fait référence, mais aussi les dégâts matériels. Et c'est vrai, on a un changement climatique qui est en route, personne ne le nie, et c'est vrai qu'il y a une accélération à la fois de la fréquence et de la gravité de ces catastrophes. Et il faut qu'on s'y prépare et qu'on fasse notre part. Et d'ailleurs, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est arrivé juste avant la répétition du vote sur le CO2. Il faut aussi voir que la population, elle est finalement celle qui a le dernier mot. Et nous, on forge des compromis, on essaie de trouver des solutions, puis la population a le droit de dire non, ça ne nous convient pas. Non, on n'a pas envie de payer pour prendre l'avion. Elle a le droit de le dire. Elle l'a dit. Et on a dû remettre l'ouvrage sur le métier. On est revenu encore une fois. Et cette fois, on a gagné. Mais on a dû refaire une campagne. Et ce n'est pas évident. Lorsque nous avons forgé un compromis politique, on a réussi à se mettre d'accord sur une solution. Ensuite, de faire accepter ça à la population. Parce que sur le fond, elle est d'accord avec les objectifs. Elle a voté très largement la stratégie 2050. Mais après, quand ça nous concerne directement, on doit passer à la caisse. On veut bien construire, mais pas dans son jardin. Not in my backyard, ça, je crois qu'on n'y échappe pas. Alors, on parle de centrale nucléaire, tu la veux chez toi, non merci. Une éolienne, ce serait bien pour pouvoir produire en hiver ou bien quand il n'y a pas de soleil. Ah ouais, non, mais moi, je ne veux pas l'avoir. Ça pourrait peut-être éventuellement toucher un oiseau, une chauve-souris ou rien que mon champ de vision. Donc, on est resté très égoïste quelque part. On est d'accord sur les grandes stratégies aussi longtemps que ça ne nous touche pas. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui nous ralentit aussi. On parle d'accélération de procédure, tu reviendras. Tout le monde dit qu'il faut que ça aille plus vite. Oui, mais après, tout le monde est contre les projets concrets, donc on se ralentit nous-mêmes. On reste humain quelque part. Et on doit rester humble, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mieux. Parce que si on voit qu'actuellement, il y a une maison sur 6 en Suisse qui sont potentiellement dans une zone de danger. Ça, c'est quelque chose dont on a pris conscience relativement récemment. Alors, par le passé, il y a toujours eu des catastrophes. Il y a une centaine d'années, il y a eu le village de Goldau. Si vous prenez le Gotthard, vous passez à Goldau, 300 personnes, il y avait 300 personnes dans le village, un peu plus, tous morts. Parce qu'il n'y avait pas cette anticipation, il n'y avait pas cette surveillance. On a déjà fait des gros progrès. Il y a eu un mort, chaque mort est un de trop, mais si on compare à 100 ans près, on a déjà fait des progrès. Et on a depuis beaucoup construit en Suisse, parce que la population augmente, on est attractif, on a le bien-être. Et puis maintenant, on construit là où il ne faudrait pas. Moi, j'ai des amis qui habitent à Grimmens, les parois sont comme ça, il y a des maisons qui sont accrochées aux parois. Vous avez de la folie furieuse. Un jour ou l'autre, ça décroche. Et rien que les chemins d'accès pour arriver au fond du Val d'Anniviers, 2-3 fois par année, ils sont en réparation parce qu'ils s'effondrent. Donc c'est vrai que les choses changent et on doit s'y adapter et ça a un coût. Et si on ne le fait pas, effectivement, on arrivera à un moment donné, on pourra dire on ne peut plus vivre dans certaines régions de la Suisse et ça c'est totalement inacceptable. Nicolas Colli. Oui, je voulais insister sur, vous avez parlé avant des problèmes financiers de la Confédération. Aujourd'hui, la Confédération a des problèmes de dépenses, doit économiser. Mais la transition, ce n'est de loin pas qu'une question d'investissement, c'est une question de faisabilité. Et là, on a un gros problème avec la construction d'ouvrages d'énergie renouvelable. Je sais que Mme de Quattro s'est beaucoup investie dans le canton de Vaud pour faire un parc éolien. Il a fallu, je crois, 20 ans, 25 ans. On est en 2025, aujourd'hui, 25 ans, c'est 2050. On sait qu'on n'arrivera pas à ces objectifs de réduction de CO2 qui sont pourtant nécessaires, et ça je partage, si on ne construit pas, j'ai envie de dire, demain, ces parcs éoliens, surtout ces parcs hydrauliques. Et ça, on a une loi qui sera votée, ça sera très intéressant la semaine prochaine, où le Conseil des États a dit, maintenant, il faut aller, on ne laisse plus ces projets ralentis pendant 10 ans jusqu'au tribunal fédéral par des recours d'associations environnementales. Et là, la gauche n'est pas prête à faire cette concession et on pourra avoir une solution assez piquante où finalement la gauche lance un référendum contre la loi pour l'accélération des procédures pour le développement du renouvelable. Voyez où on en est. Ça, c'est vrai que c'est un paradoxe. Mais d'abord, Esther. Alors, non, en fait, c'est ça ma difficulté. C'est que moi, j'aime bien discuter quand il y a des faits qui sont concrets. Aujourd'hui, il y a des projets qui ont pris comme à 25 ans. Pour la petite histoire, je crois que M. Pahu, qui est maintenant syndic et qui est conseiller national, il n'est pas très favorable à ce parc. Il ne l'est toujours pas. Il ne l'est toujours pas. Du coup, effectivement, on voit que ce n'est pas toujours facile de lire. Donc, il y a aussi, typique, l'UDC est vent debout contre l'éolien, de manière générale. Contre ?
contre l'éolien. En tout cas, en Suisse allemande, c'est très très fort. Non, ça c'est clair, je veux dire, voilà. Et c'est vrai que c'est ça qui... Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, c'est juste, c'est beaucoup trop long, on est tous d'accord, c'est pas possible. Il faut qu'on essaie de plus vite. Et en fait, on met le focus en disant, c'est parce qu'il y a des recours. Mais les recours, déjà, ils sont pas très nombreux. La plupart du temps, non, il y en a une vingtaine par année, même pas. Sur les projets hydroélectriques, il n'y en a qu'une dizaine. Et en fait, non, le truc qui est important, c'est que 2 fois sur 3, ils ont raison ou partiellement raison lorsqu'ils font des recours. Et ça veut dire quoi? Ils font recours parce que la loi n'est pas respectée. Et nous, on est des parlementaires, on doit quand même vouloir que la loi, elle soit respectée. Et c'est normal que les enjeux environnementaux soient pris en compte là-dedans. Oui. Et ce que je trouve désolant, c'est qu'on prend le risque d'avoir un référendum, alors qu'on a trouvé sur ce dossier-là au Conseil national un compromis qui dit « Ok, une seule ONG ne peut pas faire recours, il en faut 3 ». Et qu'on a aussi des ONG qui ont dit « Ok, nous on est prêts, comme un projet pour le TRIF, qui est en discussion depuis longtemps, nous on est prêts, dans le contexte actuel, de renoncer complètement si, en contrepartie, justement, vous supprimez pas ce droit de recours. » Et le Parlement veut passer en force en disant « Non, non, enfin, en tout cas, du côté Conseil des États, c'est vrai que c'est pas le Conseil national. » Et je trouve dommage, parce que justement, je pense qu'on a trouvé un compromis, on a dû, effectivement, ça ne nous fait pas spécialement plaisir, mais on comprend bien qu'il faut avancer. Les Verts, on s'est engagés pour ces 16 projets qui sont au niveau de la table ronde, mais on ne peut pas les faire n'importe comment. On doit quand même respecter les bases légales. Et c'est ça. Et le vrai retard, c'est les procédures. Et là, on espère avoir une solution qui est meilleure. Puis l'autre, c'est que les tribunaux, c'est des plombes pour prendre des décisions. Du coup, on a, je pense, 2 problèmes. Un, certainement peut-être donner davantage de moyens, mais de nouveau, les milieux peut-être qui veulent vraiment que ça aille plus vite ne veulent pas mettre plus de moyens. Puis l'autre, il y a certainement à l'interne, je dirais, des tribunaux, des améliorations à faire en ayant 2-3 discussions sur les priorisations. C'est quels sont les dossiers qu'on prend en premier. Mais c'est là qu'on doit travailler. Parce qu'en fait, on peut bien supprimer le droit de recours, ça ne va pas faire gagner. Mais le droit de recours, c'est finalement que décider qui a le dernier mot sur un projet. Et pourquoi ça prend du temps? Parce que quand vous donnez à 3 juges du tribunal fédéral cette responsabilité de définir est-ce que le projet est suffisamment respectueux des différents intérêts en présence, ben c'est des juristes. Et en enlevant ce droit de recours, on donne à la Confédération, où c'est justement pas des juristes qui définissent si le projet respecte le cadre légal, c'est des spécialistes de l'aménagement du territoire, des biologistes, des spécialistes en environnement, et c'est beaucoup plus efficace. Dans le doute, un recours est admis et renvoyé en bas pour mesure d'instruction complémentaire. C'est ce qui se passe systématiquement dans les gros ouvrages, où finalement, plutôt que construire l'ouvrage, on construit des rapports, ça prend du temps et il n'y a rien qui avance. Oui. Justement, alors pour la question de toute façon qu'on investisse dans la protection, enfin pour freiner le réchauffement climatique, de toute façon, il va y avoir des catastrophes. Il y en a déjà une, il y en aura plusieurs, etc. Qui va payer quoi, Estelle Reva, pour colmater ces pots cassés? D'ailleurs, ce qui est piquant quand même, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de factions de droite à Lausanne, à Genève, justement, et dans d'autres cantons, qui ont proposé de donner des sous des factions UDC, PLR, qui d'habitude sont extrêmement frileuses à l'idée de sortir de leur porte-monnaie, justement, pour de la solidarité ou pour tout ce qui est plan climat. Mais concrètement maintenant, justement, ces questions-là, qui c'est qui va payer les pots cassés? Bon, moi, j'aimerais d'abord juste réagir à ce qui a été dit. Je trouve ça super, évidemment, de reconnaître que la prévention, c'est important et que ça coûte beaucoup moins cher que finalement réparer les dégâts. Je trouve ça aussi super d'imaginer des plans innovants pour mieux construire, pour mieux anticiper, pour mieux prévoir. Mais tout ça, ça a un coût. Et ce qui est un petit peu désolant, c'est qu'en réalité, si on regarde le plan d'économie du Conseil fédéral, qui nous occupe beaucoup ici, parce qu'effectivement, c'est des arbitrages très difficiles, mais on voit que tout ce qui pourrait lutter contre le réchauffement climatique, eh ben, ça a été sabré, mais violemment. Tout ce qui concerne l'innovation, la recherche, ça a été sabré très violemment aussi. Et donc, on se retrouve finalement à tout le monde se renvoyer la balle. Et ça, c'est quelque chose que j'observe beaucoup ici. Finalement, très souvent, on dit « Ah oui, non, mais bon, les cantons, ils peuvent faire ça. Oui, bon, puis ça, c'est les communes. Puis finalement, la Suisse, on est petit, alors on n'est pas responsable de tout. Et puis, on fait ce qu'on peut. » Et ça, je trouve que en tant que politicienne et politicien, on doit prendre un peu plus nos responsabilités parce qu'en réalité, il faut commencer par faire ce qu'on peut faire là où on est. Et il se trouve qu'on est au Palais fédéral, qu'on s'occupe du niveau fédéral et qu'il y a pas mal de mesures qu'on peut prendre concrètement avec nos votes pour changer un peu la situation. Et donc, voilà, vous demandez qui va payer. Alors effectivement, sur le moment, il y a une catastrophe comme ça, c'est horrible pour les personnes concernées. Il y a cette empathie qui se met en place et heureusement, je dirais qu'il y a cette unité. Mais ensuite,
comme je le disais en début d'émission, le rythme politique et le rythme des catastrophes n'est pas du tout le même. Donc moi, j'espère très sincèrement que les personnes qui ont promis de l'argent, qui ont promis de l'aide, ils vont tenir parole au moment où il va falloir faire le vote un peu douloureux et qu'il va falloir débloquer les crédits. Après, on voit beaucoup de solidarité. Là, vous modérez l'espoir des gens qui nous écoutent en se disant que peut-être, effectivement, quand mais il y a un moment, je pense que... il y aura de l'argent quand même pour... Oui, mais moi, je pense qu'à un moment, il faut parler aux gens en leur montrant les réalités. C'est-à-dire que oui, j'espère de tout mon cœur qu'on pourra leur apporter cette aide-là. Mais je vois aussi la réalité des votes qu'on fait ici et qu'au moment où il faut débloquer de l'argent, en général, le vote est négatif parce qu'il y a une majorité du Parlement qui est plus enclin à soutenir le frein à l'endettement que ces dépenses qui sont nécessaires pour la population. Et c'est des arbitrages qui sont compliqués. Je vois aussi qu'une majorité du Parlement, elle n'oppose pas l'argument que ce n'est pas nécessaire d'aider telle ou telle cause, mais qu'elle utilise l'argument de dire il y a le frein à l'endettement, il faut avoir des finances saines, et ça, c'est notre priorité aujourd'hui. Et donc ça, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Et donc moi, j'appelle de tout mon cœur à ce que effectivement, la prévention, c'est connu, c'est beaucoup moins cher que de réparer ensuite les catastrophes. Après, il faut être honnête. C'est pas avec toute la prévention qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir investir dans la prévention. C'est pas comme ça qu'on pourra non plus éviter toutes les catastrophes naturelles, mais on pourra en avoir un petit peu moins. Et puis ensuite, après, quand il va falloir effectivement réparer, il va falloir avoir des fonds pour ça. Mais c'est compliqué si on veut couper dans la surveillance des catastrophes naturelles. Il y a eu tout un programme avec Météo Suisse qui a été complètement coupé là. Donc ça va être embêtant pour pouvoir justement anticiper, faire évacuer les gens. Ensuite, tout ce qui est pour lutter contre le réchauffement climatique, tout ça coupé aussi. Tout ce qui est dans l'innovation et la recherche, coupé aussi. Donc on ne peut pas vraiment avoir de solution innovante. Donc là, on est face à un problème vraiment très pragmatique. Et j'ai envie de dire que chacun doit prendre ses responsabilités. Et est-ce que le Valais fait tout bien, je veux dire, pour gérer justement je ne vais pas le demander à vous, Valaisans, parce que vous allez me dire tout très 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 bien, mais de votre point de vue justement un peu extérieur, est-ce que le Valais justement prend les mesures adéquates pour protéger sa population, pour financer éventuellement d'éventuelles catastrophes, Nicolas Collier? Oui, je pense que le Valais travaille très bien. Il y a un aspect qu'on devra peut-être examiner, c'est l'assurance des bâtiments. En Valais, l'assurance n'est pas obligatoire, est privée, contrairement à 18 autres cantons en Suisse où il y a des établissements cantonaux qui ont ensuite un pot commun qui fonctionne bien. Et je pense que là, il y a une piste d'amélioration. Mais peut-être juste pour répondre par rapport au... Ce qui veut dire qu'en fait, les gens qui n'ont pas contracté d'assurance sur leur maison, par exemple à Blatten ou dans d'autres, ou à Sierre l'année passée, c'est du coup le canton qui Alors, paye. il faudra vérifier s'il y a des cas qui se présentent. Il y a une obligation qui existe de facto parce que la quasi-totalité des bâtiments ont une hypothèque et les banques, pour faire une hypothèque, exigent qu'il y ait une assurance. Donc, mais ça sera un bon exemple, Blatten, d'examiner quelle est la situation d'assurance de ces bâtiments. Et une fois qu'on aura cette analyse, on pourra rebondir. Mais quand même, juste dire deux mots, quand j'entends le budget de la Confédération, on coupe partout. Ça, c'est le voir le verre à moitié vide. En réalité, on dépense partout. En 30 ans, le budget de la Confédération a fait x3. J'ai tiré sortir les chiffres. Le social, on dit qu'on ne fait rien pour le social. Depuis 1990, plus 389%. Pour la recherche, plus 212%. Pour la culture, plus 188%. Donc, ces 30 dernières années, on a dépensé, j'ai envie de dire, sans compter. Aujourd'hui, on a un peu le revers de la médaille où on n'a plus assez d'argent. Il faut faire un peu des économies. Et malheureusement, où on a trop fait d'économies, on a sous-doté, c'est l'armée. L'armée a augmenté durant cette même période, vous pouvez rire, de 32%. Aujourd'hui, au niveau sécuritaire, on n'a pas cette assurance qui est l'assurance vie d'un pays, une armée qui fonctionne parce qu'on a clairement sous-doté, sous-investi à l'armée où on a trop dépensé dans le passé dans d'autres secteurs. Et aujourd'hui, on doit faire ce rééquilibrage avec les moyens de la Confédération. Vous me fournissez une parfaite transition parce qu'effectivement, l'autre grand péril, entre guillemets, évidemment, c'est le péril sécuritaire, militaire, un peu classique. On voit que les troubles internationaux se multiplient, qu'il y a une instabilité, des organes de régulation internationaux qui n'existent plus ou de moins en moins. En tout cas, l'armée a été créditée davantage cette année. Il y a un plan. Est-ce que justement, là, on renforce nos budgets pour l'armée? Est-ce qu'on investit de façon intelligente? C'est vrai que c'est un risque supplémentaire qu'on avait complètement oublié. On a vécu 30 ans en commençant à croire que la paix était quelque chose d'acquis.
On a encore nos parents et nos grands-parents qui ont vécu autre chose, qui nous ont raconté, quand nous, on a dans notre génération cette prise de conscience que ça ne peut pas toujours durer, mais je crois qu'il y a des jeunes qui tombent un petit peu de leur chaise en disant « Ah bon, la guerre est de retour en Europe, c'est possible, ça arrive encore. » Oui, ça a toujours existé. Ouvrez un livre d'histoire, il y a toujours eu des guerres, et elle est de retour. Alors on peut l'ignorer parce qu'elle est encore loin de nous, mais on sait aussi qu'un missile tiré depuis la Russie peut arriver chez nous sur des endroits stratégiques. C'est possible. Donc, nous avons, en tant qu'État de droit, d'un pays souverain et indépendant, le devoir, tout en étant neutre, de nous défendre, de défendre notre population, de défendre notre territoire. Et ça, un coût, on revient de nouveau à ça. Alors c'est vrai qu'on a fixé par le passé d'autres priorités. Pendant ces années et décennies glorieuses, on a investi ailleurs, à juste titre. Et ça a permis non seulement de contribuer à notre prospérité, au bien-être de la population, mais aussi de venir en aide à des pays beaucoup plus loin, parce qu'on avait cette aide internationale, on était fiers, et on essaie de continuer ce rôle par les bons offices. Mais nous avons maintenant une nouvelle urgence, qui est de dire comment est-ce que nous, on arrive à nous défendre. Étant neutre, il ne s'agit pas d'agresser, mais de se défendre. Et nous nous rendons compte que nous avons tellement négligé notre armée, notre sécurité intérieure aussi, que nous ne sommes absolument pas capables de tenir plus qu'un, deux, peut-être 3 jours. On a eu hier une rencontre avec notre nouveau chef du département, Pister, qui nous a dit voilà, vous avez des munitions pour tenir 1 jour. Si on était dans la situation de l'Ukraine, on tiendrait 1 jour. Alors on est venu avec un crédit supplémentaire de munitions, il nous faudrait combien? 1 milliard. Mais 1 milliard, c'est juste ce que dit Estelle, on les prend où? Ça veut dire que chaque fois qu'on donne à un domaine quelque chose, et là les sommes sont énormes, on doit enlever autant ailleurs. Ou alors on creuse la dette et on dit bah, tant pis, on y va, puis ce seraient les générations futures. C'est un discours qu'on peut tenir. On peut faire sauter le plan d'endettement, bien sûr, il suffit de voter. Ouais. Pour nous, c'est bon, hein, on fait tout, on remplit la liste, c'est parfait, on est réélu, on a fait notre job. Les prochaines générations vont avoir des grosses difficultés. Ouais, alors, mais s'il faut déjà 1 milliard pour les munitions, alors pour avoir une armée digne de ce nom, disons, qui serait habilité à vraiment nous défendre, il va falloir investir combien? Est-ce que ça vaut la chandelle? Et bien justement, on doit arriver, on a voté ça à 1% du PIB, du produit intérieur. On est très loin de même ce que l'OTAN fixe, qui est 2,5. C'est l'objectif que nous nous sommes assis. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux et qu'on n'y arrivera jamais? Allez-y, monsieur Gamerou. Non, je crois qu'on y est. 2032, 1% du PIB, à peu près 7 milliards, 7,5, plus ou moins, et on est en route vers ça. Mais ce qui a été dit, c'est tout à fait ça. On a un gâteau aujourd'hui, des recettes qu'on a. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui ne veulent pas de nouvelles recettes sous forme de taxes, alimentées avec des impôts supplémentaires, avec des taxes supplémentaires. Aujourd'hui, une classe moyenne qui est déjà suffisamment sous pression. Au niveau de la l'idée, le kérosène, par exemple, hein, gros problème quand même de pollution. Le kérosène qu'on ne taxe pas, ça ferait une bonne rentrée, ça, non? Bah écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais je ne pense pas que ce serait une immense source. Non, c'est des accords internationaux qu'on oublie. 1,5 milliard. Je ne pense pas. 1,5 milliard, bon, bah, peut-être, alors le kérosène éventuellement. Mais par contre, sur ce gâteau qui est là, par rapport vraiment à la classe moyenne, eh ben, on doit, ce 85 milliards, plus ou moins, ce 75 milliards pardon, de budget de la Confédération, aujourd'hui, on doit le repenser. Comme ça a été dit, ce qu'on doit garantir aujourd'hui, c'est les conditions cadres. Les conditions cadres, c'est la sécurité. On l'a dit, la sécurité militaire avec cette voie qu'on a choisi aujourd'hui de prendre, et je pense que la population attend, c'est une responsabilité qu'on a aujourd'hui de faire ça, et la responsabilité aussi d'avoir un environnement stable, sain, en se donnant les moyens. Estelle Reva l'a dit, c'est vrai, on a peut-être sabré dans des secteurs où il n'aurait pas fallu sabrer, et on a peut-être donné dans des secteurs où il n'aurait pas fallu autant donner. Et aujourd'hui, on doit reprioriser ça, ça veut dire au niveau militaire, ça veut dire au niveau des conditions, des infrastructures qu'on a qui doivent résister à ces changements climatiques, à ces catastrophes qu'on a aujourd'hui. Mais ça va se faire, et c'est mon avis, pas au prix de nouvelles taxes et de desserrer des freins qui vont endetter la population et qui ne permettront pas de faire face. Parce que si la Suisse peut faire face à ces catastrophes, c'est aussi parce qu'elle a une solidité financière, notamment due aux freins à l'endettement, mais par des restrictions dans des domaines, la fonction publique au niveau fédéral, c'est des domaines qui ont subi aussi une augmentation constante. La coopération internationale, on en a parlé, ça nécessitera certains sacrifices ailleurs pour refaire ces conditions cadres sécuritaires qu'on avait oubliées peut-être un peu trop longtemps. Mais Christophe, tu l'as... Ouais.
Non, j'aimerais juste réagir parce qu'effectivement, comme l'a dit Madame de Quattro, les montants sont énormes pour l'armée. Munitions, 1 milliard. Couper 1 milliard dans les autres secteurs, ça a des conséquences énormes. Parce qu'aussi, les investissements ne sont pas de l'ordre de ces montants-là. Je vous donne juste un exemple. Pour les 4 ans, là, on est à 7,45 milliards, je crois, pour l'armée. Pour les crèches, ça serait 0,1 milliard. Enfin, même pas, 50 millions. Donc, pardon. Donc, c'est une compétence. 50 millions. Mais c'est pas une compétence, c'est une compétence conjointe. Et donc, à un moment, c'est bien pour ça que... Et donc, c'est bien pour ça que, d'ailleurs, on discute de cette loi depuis très longtemps et que maintenant, il va falloir quand même arriver à faire quelque chose. Mais c'est simplement dans les proportions. Et je trouve que c'est important. M. Kamarzin parlait d'un gâteau. C'est qu'on n'est pas seulement là pour défendre un secteur ou l'autre secteur. Il faut qu'à la fin, ça puisse être harmonieux et qu'on puisse en même temps se défendre et qu'on puisse en même temps créer notre futur. Et qu'on puisse en même temps vivre bien dans l'instant présent. Et c'est cet équilibre qui est extrêmement difficile à trouver. Je n'ai pas de recette magique là tout de suite, et je pense que celui qui prétendrait en avoir une ne serait pas tout à fait honnête. Mais par contre, il y a une chose qui est claire. Par exemple, on parlait de l'innovation, de la science, de la recherche. La Suisse, elle n'a pas de matière première. Elle a par contre de la matière grise, et ces dernières années, effectivement, elle a réussi à bien la former pour qu'on puisse être au top en termes d'innovation, notamment, et ça a créé notre prospérité. On a été au top quand il y a eu les chemins de fer, on a été au top quand il y a eu la création du web, enfin super. Sauf que là, il y a eu le tournant de l'intelligence artificielle. On avait les startups qui permettaient de faire cette transition. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait les investissements nécessaires. Ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis en Chine, maintenant ils sont partis en Inde. Et ça va être extrêmement difficile de récupérer le tournant. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est leader dans un domaine, si on commence à céder du terrain, il y a d'autres endroits qui sont intéressés à prendre la main là-dessus. Eh bien, les États-Unis, ils ont une vraie politique nationale où ils investissent énormément dans l'innovation pour essayer de reprendre ce leadership. La Chine, pareil. Maintenant, on a l'Inde qui se met aussi sur le marché. Et donc, pour nous, ça va être extrêmement difficile. Donc, il va falloir effectivement réfléchir. Peut-être que la Suisse toute seule, ça ne va pas être possible. Donc, il va falloir faire des coopérations, pourquoi pas avec l'Union européenne, renforcer ces coopérations, mais aussi faire notre part. On ne peut pas compter juste sur l'Union européenne pour pouvoir faire les investissements nécessaires. Mais c'est pareil dans tous les secteurs. Simplement, il faut à un moment regarder, je pense, le gâteau entier et pas seulement se focaliser sur une chose, parce que là, on crée des problèmes pour notre avenir ou simplement pour le présent avec une précarité. En Suisse, on a 1 personne sur 5 qui risque d'être touchée par la pauvreté. Ce n'est pas acceptable dans un pays aussi riche et prospère que la Suisse. Non, pour beaucoup de Suisses, c'est effectivement une priorité. Mais même si on reste sur le domaine de la sécurité, vous avez cité l'IA, c'est un enjeu immense, géostratégique, géopolitique, que la plupart des armées intègrent. Christophe Clivat, l'armée suisse, effectivement, elle est restée sans tête pendant pas mal de mois. Les bruits qu'on entendait dans les milieux d'officiers, c'était catastrophique. Maintenant, il y a un nouveau conseil fédéral, une nouvelle tête à l'armée. Mais est-ce qu'on a la bonne vision? On a un plan clair de là, il faut investir, de quelles sont les menaces aujourd'hui, que ça soit effectivement assez horizontal aussi pour inclure d'autres menaces, évidemment cyber, IA, etc. Est-ce que ça, on peut être rassuré de se dire, voilà, maintenant on a un pilote dans l'avion qui voit clair? Il y a un nouveau pilote, je pense qu'il est en train de faire le travail pour essayer il voit clair, mettre les choses à plat. Je pense que, voilà, alors il a l'avantage quand même d'être colonel à l'armée, du coup d'être un peu dans l'institution et de connaître un petit peu le domaine, mais je pense qu'il faut quand même un peu de temps, parce que pour moi, un enjeu notamment, c'est effectivement, on doit s'éloigner de cette idée de sécurité, défense armée traditionnelle. En fait, les nouveaux risques, c'est les cyberattaques, c'est l'attaque que vient de faire l'Ukraine au milieu quasiment de la Russie. C'est des choses-là. Avec des drones, ils ont bombardé la moitié. Voilà, exactement, et avec des moyens relativement peu coûteux. Et je pense que c'est ça l'avenir. Surtout la Suisse, il faut le dire, on est un peu le passager clandestin de l'OTAN et des pays qui nous entourent. C'est vrai que imaginez qu'on a les troupes russes à la frontière, on pourrait avoir la meilleure armée du monde. S'ils sont arrivés là, je pense que ça va être compliqué. Du coup, je pense qu'il faut bien qu'on réfléchisse de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'artillerie? Est-ce qu'on a besoin de munitions, de nouveaux uniformes? J'en sais rien, parce qu'effectivement, l'argent, il n'est pas suffisant pour avoir toutes les tâches. Une autre chose moi, qui m'inquiète de sécurité, c'est tout ce qui est lié au débat démocratique, aux fake news, à ces puissances étrangères qui viennent s'immiscer dans des débats. Et ça, on n'a pas... Le Conseil fédéral tarde pour nous proposer au Parlement, alors qu'on lui a donné la mission aussi de mieux réguler les plateformes, etc. Et ça, pour moi, il y a un vrai danger là, c'est le blackout, qui est passé. Les réseaux sociaux, effectivement, les alertes. En tout cas, on a une partie des jeunes, notamment, et c'est vrai que, en tout cas, moi, avec mon âge, on est un petit peu déconnecté. Les médias, canaux traditionnels, ça n'existe pas. Du coup, ils peuvent être embarqués très rapidement. En fait, ils tournent dans des mêmes milieux avec toujours les mêmes infos. Et si ça commence à avoir des informations fausses,
ben, pour eux, ça devient la réalité. Ça, mais il y a des trolls. On voit qu'effectivement, là, il y a dans quasiment chaque élection européenne aujourd'hui, il y a des menaces. On voit que ça de plus en plus. Et je pense que là, on doit effectivement trouver des solutions pour se protéger. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire qu'au niveau suisse. Je pense qu'on va devoir coopérer aussi avec d'autres pays, notamment les pays européens, parce qu'il faut quand même le dire, le contexte géopolitique international nous pousse quand même à nous rapprocher de l'Union européenne, sans parler d'une entrée, mais on sent quand même qu'on a une bonne partie de ces pays, on a des valeurs un petit peu communes. C'est vrai que maintenant, les États-Unis, on se dit c'est un petit peu compliqué, en tout cas avec le président Trump. C'est pas sûr qu'il présente, enfin, il a été élu, mais je veux dire, il peut aussi se passer des choses au niveau de l'opinion. Mais c'est vrai que ça nous pousse quand même parce qu'on a des blocs un petit peu internationaux, on voit, et en fait, il faut qu'on, tout seul, c'est difficile pour nous, même si je pense que ce qu'on doit vraiment garder, c'est de travailler, de renforcer le multilatéralisme, de ne pas laisser tomber justement toutes ces associations qui sont actives au niveau international, parce que si on laisse tomber le multilatéralisme, si ça ne fonctionne plus, on va vraiment vers des situations effectivement politiques mondiales qui sont relativement compliquées. Mais très concrètement, aujourd'hui, s'il y a tout d'un coup un problème demain, est-ce que les Suisses peuvent se dire, voilà, on a des abris qui fonctionnent, on sait où sont nos places, comme à la belle époque, avant la chute du mur, voilà, tout est organisé, planifié, on a une armée, certes, pas très nombreuse, pas forcément, mais qui doit avoir en tout cas ces mesures, puisqu'elle est habituée aussi à opérer des mesures de sauvetage. Est-ce que tout ça, c'est en ordre aujourd'hui pour assurer les Suisses, si toutefois il se passait quelque chose qu'on n'imagine peut-être pas maintenant? Le chef de l'armée a répondu que non. Aujourd'hui, on est dans un trou sécuritaire et c'est assez scandaleux. Moi, je suis encore militaire, je fais encore mes jours de service comme capitaine. Je vois la force humaine qu'a l'armée, des jeunes qui s'engagent, qui font leur école recrue, qui sont motivés, et puis on ne leur donne pas les moyens. S'il y a le malheur qu'il se passe quelque chose en Suisse, qu'une des menaces se concrétise, aujourd'hui, on pourrait envoyer au front des jeunes qui, comme on l'a dit, qui ne peuvent pas se défendre et qui ne peuvent pas défendre la Suisse. Et ça, dans un des pays les plus riches au monde, c'est un scandale absolu. Tous les autres pays autour de nous, aujourd'hui, malheureusement, se réarment, la Pologne, la Finlande, et nous, on est là en se disant non, mais il ne va rien se passer, puis on peut rester avec cette armée en fait, qui n'en est pas une. Et ça, c'est quand même assez problématique. On doit aujourd'hui faire face à toutes les menaces, parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas prioriser une menace, parce que la menace qui nous vaut du mal a très bien analysé où c'est que la Suisse est forte et où c'est qu'elle a des points faibles. Et si on met toute notre énergie, par exemple, contre les cyberattaques, et c'est quelque chose d'important, et qu'on laisse tout le reste de côté, eh bien, le jour où on a quelqu'un qui veut nous faire du mal, eh bien, il viendra voir où est notre point faible. Ouais. Oui, c'est vrai que ça fait des années qu'on a perdu de notre capacité, mais en Europe, c'était un mouvement généralisé. On voit l'Allemagne qui avait... Oui, c'était la fin de l'histoire. Les seuls, c'est les Français. Sur ça, il faut leur laisser. Ils ont gardé une armée opérationnelle très forte. Oui, mais ils avaient 3 mois d'autonomie. Oui, pas un jour, mais 3 mois, disons. Mais juste une chose, moyen. La menace, elle ne vient pas au niveau militaire du jour au lendemain. La menace, il y a une montée en puissance de la menace et il y a une montée en puissance aussi de l'armée. Donc on ne doit pas être en tout temps dans un degré de préparation qui soit immédiat. Moi, je pense qu'effectivement, on a des carences aujourd'hui, elles ont été identifiées, mais l'idée, c'est d'avoir de nouveau un niveau qui nous permette, au cas où la menace augmente, de pouvoir, et suivant quelle menace, de pouvoir augmenter notre état de préparation. Et tout ça, on voit que si ça se aujourd'hui, c'est quoi la grande menace? C'est de savoir si demain la Russie après l'Ukraine, va s'attaquer aux États baltes. On ne sait plus. Oui. C'est ça. C'est ça. On c'est ne sait pas. C'est demain. Et aujourd'hui, selon les informations des Américains d'hier, c'est la Lituanie. Donc là, c'est un article 5 de l'OTAN. Et c'est ça. La vraie menace pour la Suisse, parce qu'il faut regarder pour la Suisse, c'est celle-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait si on a ça? Ça va demander une montée en puissance, ça va demander effectivement, mais je pense qu'on a la base quand même, aujourd'hui, la capacité pour faire cette montée en puissance, s'il le faut, et la coopération avec ceux qui partagent, vous l'avez dit, nos valeurs et qui sont prêts à assurer à un moment donné notre survie. Et là, mais aujourd'hui, au niveau européen, elle est là. Mais je pense qu'on a quand même la base, on l'a gardée. Il y a eu des aspects qui ont été négligés, c'est vrai, mais je pense qu'on l'a. Et aujourd'hui, on a cette prise de conscience, comme l'Allemagne, qui fait qu'on va pouvoir monter en puissance au cas où ça devait se durcir, y compris par rapport à la Suisse. Mais vous allez dire, je suis monomaniaque, mais si demain il y a une catastrophe, est-ce qu'il y aura un téléphone, des alarmes pour nous emmener dans un abri? Est-ce qu'on est sûr que tout ça, c'est... Non. OK. Non, on Après-demain. a fait beaucoup de progrès.
Et puis c'est bien de s'armer progressivement, mais les listes d'attente deviennent de plus en plus longues. Hein. Si tu commandes, que ce soit un système ou des munitions, on a été à 1 année, 2 ans, maintenant on est à 5-6 ans et ça ne va pas s'améliorer parce que tout le monde veut acheter en même temps. Donc je pense qu'il faut quand même prévoir, ne serait-ce que quand, par exemple, les défenses anti-aériennes, parce qu'on voit en Ukraine, c'est comme ça que ça a commencé. C'est quand même rassurant de savoir que si un missile qui arrive, on peut le stopper avant qu'il soit là. Je crois moi aussi au Panzer de l'autre côté du Rhin, mais les attaques peuvent venir par l'air, comme la guerre hybride est déjà en cours. Ça, c'est fondamental. Mais je pense que la collaboration, elle est très, très importante. C'est vrai qu'on est dans un monde qui change. Le contexte géopolitique a complètement changé. On voit comme un changement, on est dans les risques naturels, un changement de plaques tectoniques qui change, hein, avec des alliances tout à fait nouvelles entre des États totalement autoritaires. On voit la Chine, on voit la Russie, l'Iran, j'entends des pays qui sont en principe loin de nous, qui commencent à forger des accords, et les USA qui se désintéressent de l'Europe, qui se focalisent sur la Chine et qui ne font plus des accords politiques, des accords diplomatiques ou encore des accords fondés sur la loi, mais uniquement sur des avantages transactionnels, sur des affaires. Donc on ne peut pas compter sur eux. N'empêche que... C'est un langage qui nous parle, hein, alors on devrait pouvoir... disons que moi, je suis d'accord avec oui, jusqu'à un certain point, mais il faut quand même aussi qu'on veille à notre liberté, à nos valeurs, qu'on ne soit pas infiltré, qu'on ne soit pas désinformé, qu'on ne soit pas manipulé, et c'est ça qui est en cours. Et on a des valeurs très importantes. La démocratie, le fonctionnement de la démocratie, c'est la confiance qu'on a dans les gens qu'on élit et qu'on ne réélit plus lorsqu'on n'a plus confiance, et dans nos institutions qui doivent fonctionner parce qu'elles représentent le peuple. On a une démocratie qui est pratiquement unique dans le monde. Or, justement, ces infiltrations visent à quoi? À affaiblir les démocraties. Pour faire la gloire des autocraties, pour montrer que ça ne marche pas, pour montrer à leur population que les démocraties sont pourries, ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça qu'ils s'ingénient dans les votes, dans les élections, pour forger les opinions. Vous avez raison, les jeunes, ils ne lisent plus les journaux, ils ne regardent même plus la télévision, ils sont sur leurs écrans. Ils nous regardent. Et à force de lire les mêmes choses, sous l'Allemagne nazie, excusez-moi de parler allemand un petit moment, c'est Wiederholungshaftbarkeit. À force de répéter les choses, c'est acquis. Et là, on a un risque énorme. Et on doit travailler avec les pays qui nous entourent. Nos voisins, du point de vue administratif, on ne supporte pas l'Union européenne, moi non plus. Mais du point de vue proximité, de pensée, de culture commune, de valeurs communes, c'est quand même encore ceux qui nous sont le plus proches. On doit travailler avec eux et on doit travailler avec des pays de l'OTAN, non pas pour adhérer, mon Dieu, non, parce qu'on est neutre et on veut le rester, on y tient, mais au moins à s'exercer ensemble, à voir comment les autres font. Alors, il y a eu un grand exercice à la frontière entre l'Autriche et la Tchéquie. J'ai pu assister il y a 3 semaines en arrière maintenant, où ils s'exercent sur un grand territoire à l'attaque d'une ville. Et l'idée, c'était Bâle est prise d'assaut. Comment est-ce qu'on défend? Et on n'a pas les places d'entraînement chez nous. Donc, travailler avec nos voisins, c'est quelque chose qui est fondamental si on veut être prêt le jour où le risque se concrétise. Alors justement, en matière de gouvernance, parce qu'il reste assez peu de temps, on a abordé 2 petits thèmes. Le premier, c'est vous faire réagir en matière de gouvernance, de neutralité, de gouvernance internationale. Estelle Reva, aux propos qu'a tenu notre conseiller fédéral Ignacio Cassis hier soir sur l'antenne de la RTS, justement, à propos des attaques qui se sont multipliées à son endroit pour son silence sur Gaza. Est-ce que vous trouvez justement que sa réponse était proportionnée Non, écoutez, je crois que sa réponse était scandaleuse pour une simple raison. Prenons ce conflit, on est maintenant à 50 000 morts, 100 000 blessés, 500 000 déplacés. C'est des proportions inimaginables, qui sont sidérantes, choquantes. Et le fait de ne pas condamner avec véhémence, ce n'est pas à la hauteur de l'image qu'a la Suisse d'un pays humanitaire, du bassin, du droit international. Et je veux dire, il y a un moment, il faut quand même regarder, il y avait une lettre qui était signée par 22 pays, dont 2 pays neutres, l'Irlande et l'Autriche, qui demandaient simplement que l'aide humanitaire puisse être distribuée de façon neutre, c'est-à-dire par le biais d'ONG et de l'ONU. Il a dit que oui, peut-être qu'on ne pouvait pas vraiment savoir ce qui s'y passait. Non, on ne sait pas ce qui se passe en détail, c'est vrai, puisque les journalistes sont interdits d'être sur place et de pouvoir vraiment observer. Donc, c'est difficile de savoir en détail. Mais les proportions sont telles qu'il n'y a pas de place au doute. La cour de La Haye
a rendu un jugement provisoire en disant qu'effectivement, il y avait un nombre hallucinant de violations du droit international humanitaire. Il y a un moment, il faut prendre position. Prendre position ou enfin la neutralité retrouvée, Nicolas Colli? Non, je ne suis pas d'accord. On n'a pas une obligation de prendre position. Et on doit même ne pas prendre position. C'est ça, être neutre. Quand il y a un conflit en deux personnes, si vous êtes en conflit, vous deux, je n'ai pas l'obligation de prendre parti. Pas ça envenime les conflits. Si on vient à la déclaration... Vous pouvez vous interposer s'il y en a un des deux qui... Pardon? Vous pouvez vous interposer s'il y en a un des deux. Ça, c'est les bons offices. Ça c'est les bons offices. Et de soutenir l'un belligérant, c'est de plus être neutre. Et la neutralité, ça peut paraître des fois un petit peu égoïste, mais c'est ce qui nous a protégés, c'est ce qui nous protège. Et si aujourd'hui, moi je suis là, mon grand-père était à la mobilisation durant la dernière Grande Guerre, c'est peut-être grâce à cette neutralité. Donc méprisons pas la neutralité, elle nous protège. Et puis par rapport à Ignacio Cassis, je trouve que vous êtes très dur. Ces propos et les propos du Conseil fédéral, moi je les trouve très clairs. Ils condamnent toute violation du droit humanitaire au même titre qu'ils ont condamné les violations commises par le Hamas lors de ce terrible attentat. Ils renvoient l'un et l'autre. C'est tragique ce qui se passe de l'un ou l'autre. A fortiori aujourd'hui Israël, je suis d'accord avec vous, mais il ne revient pas à la Suisse de prendre partie prenante dans ce conflit. C'est vrai que maintenant, depuis le conflit en Russie, où on a pris parti de manière très claire pour l'Ukraine, on a beaucoup affaibli notre neutralité et plus on l'affaiblit, plus on prend position, plus ce sera difficile d'affirmer qu'on est neutre. Et malheureusement, on a affaibli également par ces positions prises suite à diverses pressions notre neutralité et on n'est plus considéré par les grands pays de ce monde comme un pays pour les bons offices. Vous voyez comment la Russie considère aujourd'hui la Suisse. On ne peut plus aider le monde par notre diplomatie et ça c'est un peu dommage, toujours dans l'intérêt de la paix dans le monde. Je suis désolée, être neutre, c'est pas laisser tout faire. Et quand il y a des violations du droit international, on a les conventions de Genève, il y a la Genève internationale, c'est aussi de notre devoir. Et ça, le Conseil fédéral l'a toujours condamné, depuis le début. Moi, je trouve aussi que j'étais très, très déçu et assez scandalisé de ce qu'il a dit, justement, quand quelque part, il a relativisé ce qui se passe, que Israël est en train de faire en disant, vous savez, c'est la guerre de l'information. En fait, c'est un peu se dire, on ne sait pas trop ce qui se passe vraiment. Mais non, bien sûr en fait, ce qui se passe maintenant, ça fait des mois que M. Cassis, pendant longtemps, on l'a pas entendu, et maintenant, il vient toujours avec son laïus, il dit chaque fois qu'il dit « je dénonce Israël », il dit derrière « je dénonce le Hamas », les deux, parce qu'il a peur, justement. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a clairement un pays qui entend reprendre possession de nos territoires, éradiquer la population. Il y a des gens qui meurent lorsqu'on a des distributions de nourriture, il y a l'armée qui tire dans les gens qui essaient d'avoir à manger. Je veux dire, on ne peut pas juste dire « ah ben, désolé, nous on est neutre, hein. On va pas. Enfin, ouais. Pour reprendre l'analogie, quand on est en train de s'engueuler, vous allez essayer de faire des bons offices et de nous séparer. Mais si je commence à l'agresser, à ce moment-là, vous allez me condamner quand même. Vous n'allez pas juste dire ah ben non, moi je suis neutre. Hein. Parfois, tu fais comme tu veux. Non, mais le Hamas est quand même présent dans la bande de Gaza. Bien sûr, il tire aussi sur des Gazaouis et il détient des otages israéliens. Il y a un péché entre guillemets de naissance d'État d'Israël si on regarde. Non, mais je dis la réalité. C'était une très longue histoire. Mais aujourd'hui, on a. Donc quand Ignacio Cassis condamne le Hamas aussi, il a raison de le faire. Tout à fait, complètement. Siné Camerza, on va devoir rapidement conclure. Très j'ai rapidement, encore envie non, de savoir justement. C'est une situation terrible. Je crois qu'on a un devoir de dénoncer. Ignacio Cassis, moi, dans son message, j'entends aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être venu un peu tardivement, mais hier soir, il me semble qu'il y a eu ce message clair de condamnation des violations du droit humanitaire, du droit de la guerre. Après, c'est vrai que quand j'entends ces polémiques par rapport au génocide, camp d'extermination, ce genre de choses, je pense que voilà, il faut rester sur si possible, vraiment le plus factuel possible. Et ça, comme dépositaire des conventions, c'est vrai que c'est pas acceptable. Et je pense que c'est compatible avec la neutralité de dénoncer toute violation du droit international humanitaire et du droit de la guerre. Et je pense qu'on a le devoir de le faire. Après, de prendre position, moi, je suis plus nuancé par rapport à Nicolas Colli sur l'Ukraine. La passivité, c'est aussi une prise de position. Ne rien faire par rapport à l'Ukraine, ça aurait été accepté et aider finalement les Russes à utiliser les infrastructures financières suisses comme ils l'ont fait à Dubaï et comme ils l'ont fait ailleurs. Donc je trouve qu'on a réussi à avoir cette position depuis longtemps et je pense qu'il faut continuer à l'avoir. Là, c'est très délicat dans ce conflit-là. Il y a tellement d'enjeux de part et d'autre et c'est tellement complexe. Mais si on peut continuer à offrir ces bons offices, et la preuve qu'on arrive encore à le faire, c'est ce qui vient de se passer à Genève avec la Chine et les États-Unis. Donc je pense qu'on a encore ce rôle à faire, on a encore des beaux jours. C'est une bonne nouvelle.
C'était la seule peut-être vraiment bonne nouvelle ces derniers temps. Voilà. Alors, Jacqueline de Quatreau, je termine avec cette question courte sur la succession de Thierry Burkhardt à la tête du PLR, à laquelle vous répondez, j'imagine, depuis ce matin, depuis hier soir. Voilà, qui pour lui succéder? Quel type de ligne faut-il pour lui succéder? Alors ça va être la grande question du comité de sélection qui va se mettre sur pied. Je pense que l'important, c'est de rassembler les différentes sensibilités dans ce parti, qui est comme le centre, un parti qui est issu de la fusion de deux formations, qui va des radicaux jusqu'aux libéraux. Donc notre grande difficulté, qu'il faut appeler un chat, c'est de garder une cohésion tout en gardant une ligne. Et ça, c'est pas évident. Ah non? Ah non, non, je n'ai pas de nom pour l'instant. Eh bien, voilà, là, il est temps de prendre congé parce qu'on a beaucoup débordé. Merci beaucoup Estelle Reva, merci beaucoup Christophe Clivat, merci beaucoup Sidney Camerzin, merci Jacqueline de Quatreau, merci Nicolas Colli, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine et puis on va laisser nos parlementaires justement prendre soin de notre destin. Très bonne soirée à toutes et tous.